Bonjour chers amis, auditeurs de Radio Courtoisie, voici le nouveau libre journal de la Résistance française que j'anime ce soir avec Franck. Donc deux grandes parties, mais ça va je pense tourner quand même en partie autour des mêmes thèmes, avec seulement deux invités ce soir, parce que chacun d'entre eux mérite une grande émission. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Laurent Oberton. C'est Oberton? Oberton, ça va? Voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont très... Voilà. Donc, qui vient, que je vais présenter tout à l'heure, et qui vient nous parler, notamment, de son livre La France Big Brother, et qui évoquera, bon, la France Orange Mécanique, dont la nouvelle émission... sort ces jours prochains. Le 9 avril, pour être exact. Voilà. Donc, mais c'est déjà bouclé, donc j'ai pas le livre sous les yeux, mais on pourra qu'en dire un mot. Et donc, moi, je suis ravi que Laurent Oberton vienne à Radio Courtoisie. Je crois que vous y êtes quand même déjà passé. Oui, ça m'est arrivé. Mais il est rare qu'un auteur à succès accepte de passer à Radio Courtoisie, parce qu'en général, il est grillé après. Donc ça fait vraiment plaisir, mais je pense qu'on parlera également quand même de la manière dont vous avez été... je sais qu'Henri de Lesquen va monter au plafond, enfin j'ai pas d'autres mots, boycotté, voilà, ou mis sur la touche, parce que on peut dire que ce livre qui tombait à pic, en fait, a été mis de côté à cause des événements récents, et on va parler justement parce que ça confirme exactement ce que vous dites avec cette soumission face au pouvoir et la manière dont également le pouvoir de censure des journalistes, ce genre de trucs, donc on va en parler. Alors, va intervenir également pendant cette émission, mais on parlera beaucoup plus complètement pendant la seconde partie, Rodolphe Crevel. Rodolphe, je crois que ça doit être la première fois que vous passez à Radio Courtoisie. Non, ce que je veux dire récemment. Récemment? Ah non, ouais. Je passais il y a quelques mois pour un bouquin qu'on avait fait sur la dynastie prisonnière. Oui, non, mais c'est très particulier. Mais est-ce que vous êtes déjà passé pour ce livre-là, non. Pour Mon cher Anthrope-Soi et pour Le Lys Noir? Non. Voilà. Donc c'est un scoop absolu pour vous. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce soir, on a un activiste, un terroriste, un partisan du coup d'État. On va en parler. Un auteur remarquable et complètement déjanté par rapport au public classique peut-être qui écoute Radio Courtoisie et qui a ses foucades et ses passions, et donc on en parlera plus en seconde partie. Et donc Rodolphe, qui publie donc notamment la revue Le Lys Noir, ainsi que d'autres revues très activistes dont on parlera tout à l'heure, a regroupé dans un gros volume qui s'appelle Mon cher entre-soi, écrit politique d'un activiste, toute une série de textes remarquablement bien écrits et passionnants. Et il signera cet ouvrage samedi prochain, donc samedi 7 mars, à Librairie Facta, 4 Clichy Paris 9e, donc de 14h30 à 18h, tandis que Laurent Oberton, qui n'est pas libre ce samedi, signera le samedi d'après, donc le samedi 14 mars, à Librairie Facta, de 14h30 à 18h, son livre « La France Big Brother ». Donc, entre les deux, je rappelle que entre, en gros, 7h30 après la coupure technique et 8h moins le quart, à peu près, passera Stéphanie Bignon pour le lancement de son association Terre et Famille, dont on parlera avec elle quand elle arrivera tout à l'heure. Voilà. Donc, Laurent Oberton, vous êtes journaliste, vous êtes passé par une école de journalisme, et vous avez travaillé dans la presse régionale, un peu spécialiste de notamment des faits divers et de la criminalité locale, ce qui vous a conduit à vous intéresser plus complètement au traitement de la criminalité, et de publier il y a 2 ans un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle La France Orange Mécanique, et qui vous a valu, on peut dire quand même ça a été un véritable succès de vente. Je sais pas, c'est exagéré. On m'a dit parler de 200 000 exemplaires
On m'a dit ça aussi. Bon, mais vous n'avez pas touché les dividendes encore, donc ça vous pose un problème. Non, mais enfin, vous savez, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres exacts. Voilà. Non, mais c'est un livre véritablement qui a été. C'était un énorme succès de vente, qui était numéro 1 des ventes sur les sites internet, toute une série de vous avez été reçus dans nombreuses télévisions, beaucoup de reprises dans la presse, et on peut dire que pour un premier livre, c'est un véritable succès. D'ailleurs, en même temps, vous avez eu une campagne de lynchage orchestrée par Mediapart, par Le Monde, etc. Puisqu'évidemment, vous étiez un déviant. Voilà. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de déviants en France, et je crois que c'est un parti qui est même majoritaire en France en ce moment. Oui, voilà. Disons que ce livre se voulait une sorte de photographie de l'insécurité ressentie par la population par rapport à l'insécurité médiatisée. Voilà. Mais je dirais que moi, j'ai toujours un gros problème parce que vous parlez de la criminalité ressentie. Bon, mais c'est un peu comme le froid ressenti et le froid réel. Bon, je sais bien qu'il y a le problème du vent, etc., de l'humidité, mais en gros, je dirais que votre livre, ils étaient quand même, parce que moi, ça m'énerve un peu quand on parle de la criminalité ressentie. Pour moi, c'est la criminalité réelle. Oui, parce que ressenti, c'est exactement ce que ça veut dire. Voilà. Mais les gens ressentent une réalité qu'ils n'ont plus le droit de ressentir, justement. Et je voulais essayer de réduire la fracture, peut-être avec la naïveté et la candeur du jeune journaliste, en pensant que il y avait rien de répréhensible à le faire. Il s'est avéré que si, dès que le succès de ce livre a existé, dès que certains politiciens ont commencé à en parler, évidemment, j'ai été victime d'une campagne de presse particulièrement ignoble, sur laquelle je reviens d'ailleurs dans la mise à jour du livre. Je reviens assez longuement là-dessus sur cette tentative de me tuer socialement, quoi. Il y a pas d'autre mot, c'était exactement ça. C'est ce qui s'est passé parce que les vérités que contenait ce livre, par ailleurs, dont on m'a dit qu'elles étaient déjà connues, qu'il y avait rien de nouveau là-dedans, etc. Enfin voilà, il a été contesté de toutes les manières possibles. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait en aucun cas dévoiler de telles vérités. Par exemple, les 200 viols par jour en France, chiffre que personne ne connaît. Vous pouvez interroger les gens dans la rue, leur demander combien, d'après eux, il y a. Personne ne connaît ces vérités-là. Donc, pour le coup, c'est vraiment un travail de journaliste, c'est-à-dire de faire connaître au grand public des vérités qui ne sont jamais parvenus jusqu'à eux. Oui. Et d'ailleurs, on peut dire, parce que quand même depuis, il y a eu quelques succès d'édition également. D'une certaine manière, je sais bien que c'est différent, mais on peut dire, même si c'est pas la même chose, vous êtes un peu un précurseur du phénomène qui s'est produit avec Éric Zemmour. Tout ça, c'est des livres qui vont pas dans le sens de la vulgate officielle, politiquement correcte, cette France béate soumise à cette idéologie libéralo-mondialisée, boboisée. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait tuer un auteur. Les grands médias avaient ce pouvoir-là simplement en l'ignorant. Par la loi du silence, ils pouvaient tuer un auteur. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire que s'ils attaquent le livre, ils le font vendre au-delà de ce que le livre se serait vendu de toute façon. S'ils l'ignorent, ça ne suffit pas, puisque la France Big Brother, justement, a lui été victime d'une censure de fait par la loi du silence. On a eu énormément de décommandations, d'annulations, d'invitations. Enfin, ce livre, c'est vraiment une tentative de... Voilà, on n'en parle pas, il n'existe pas, les gens ne l'achèteront pas, sauf que ce livre a aussi fonctionné. Donc aujourd'hui, quoi que Big Brother fasse, justement, pour essayer de tuer l'auteur, de salir le livre, de calomnier ou de se taire, le livre vit quand même. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez quand même, vous avez eu de très bonnes reprises par le Figaro Magazine, ce genre de choses, mais vous avez eu quand même des relais médiatiques et vous avez eu quand même tout ce courant des sympathies et d'achats qu'on voit de plus en plus par un certain nombre d'éditeurs indépendants. Je rappelle que votre ouvrage, comme les précédents, édité par les courageuses éditions Ring, c'est que vous avez été relayé par, pourrait-on dire, pour être poli, quand les journalistes veulent être polis, ils appellent ça la réacosphère. Oui. Mais il y a eu les médias alternatifs. Voilà. Et on arrive vraiment à maintenant
d'une certaine manière, arriver à se passer d'un certain nombre de grands médias. Moi, je l'ai consulté pour le dernier livre que j'ai publié, là, qui est une petite biographie, mais quand même assez décapante de Mademoiselle Valls. Moi, j'ai été exclusivement attaqué à la télévision. Je suis évidemment jamais passé, mais j'ai eu des centaines et des centaines de milliers de vues pour les vidéos que j'ai faites, etc., par Internet. Et on se rend compte que souvent, le fait d'avoir un article, par exemple dans l'Express, je sais pas pour vous, vous allez nous dire, pour un auteur, va pas entraîner une augmentation des ventes. Alors que si vous faites une vidéo qui passe par Internet sur un site effectivement alternatif, a beaucoup plus d'effet et permet d'aller. Nous, on s'en rend bien compte à Radio Courtoisie. Les gens, quand ils viennent, nous disent je vais dans telle radio, mon éditeur, il voit aucun changement dans la semaine qui suit. Alors que quand je passe à Radio Courtoisie, j'ai 80, 50, 200, 300 demandes, 400 demandes. Il y a un effet, vous voyez. Bon, donc je crois que c'est. Faut pas être, enfin vous l'êtes pas, mais il faut pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il faut pas être complexé parce que et surtout il faut soutenir justement les librairies, les éditeurs, les sites internet qui sont justement différents des autres et éviter de fréquenter les libraires classiques. Alors, on peut peut-être en dire un mot. Quel accueil avez-vous eu avec les libraires français? Est-ce que vous avez eu de nombreuses demandes de signature? Est-ce que votre livre a été mis sous le comptoir pour éviter de le vendre? Est-ce que vous avez eu des libraires qui, en gros, ont refusé de le vendre? Ça s'est passé comment? Refus de vente, pas que je sache, mais dissimulation, ça c'est clair qu'on en a eu. Avec certaines Fnac notamment, avec certaines librairies, librairie d'Aix-en-Provence notamment, où quand on demandait mon livre, est-ce que vous l'avez? Oui. Par contre, il est dans la réserve. Il n'est pas en rayon. On le vend. Donc, ils respectent la loi. Voilà. Ils vendent effectivement le livre, mais il faut le demander. Et puis on le vend parce que quand même, ça nous rapporte de l'argent en passant, quoi. Mais la démarche militante, c'est de dire, nous on ne met pas en avant cet auteur-là parce qu'il ne participe pas à la réconciliation entre les peuples ou quelque chose une argumentation de cette teneur-là, quoi. Donc, on a peut-être un peu moins de problèmes avec ce livre-là, justement parce que les médias n'ayant pas parlé, ne l'ont pas excommunié, qu'avec la France Orange Mécanique. Alors, dans la France Orange Mécanique, je voudrais savoir, parce que c'est un sujet, moi, je sais pas qu'en pense Rodolphe Corvel, mais est-ce que vous avez eu des signatures, de nombreuses signatures ou non? Il y a eu des signatures nombreuses, c'est plus difficile parce que c'est quand même extraordinaire de voir que vous arrivez à vendre un livre à 200 000 exemplaires et que, en fait, je vous suggère la question alors que la réponse est déjà contenue dedans, que le libraire français moyen ou supérieur ne fit strictement aucun effort et n'aurait jamais l'intention de vous inviter. Et comme c'est souvent des chaînes comme la Fnac justement qui organisent ces événements, qui font beaucoup de publicité autour de ça, le problème c'est que quand vous avez un libraire, un responsable local qui a envie de vous inviter, qui dit que le livre c'est son coup de cœur, il est incroyable et tout, donc vous avez un échange avec lui, vous fixez une date, tout ça. Après lui, il parle à sa responsable et c'est là en général que ça se passe mal. Que la responsable lui explique que cet auteur-là, chez nous, non, c'est les consignes de la Fnac, on les a vues noir sur blanc. Puisqu'on en parle, voilà, parce que puisqu'on parle de la Fnac, il faut savoir que, en tout cas avant, puisque j'ai connu il y a quelques années un chef des ventes du rayon histoire dans une grande Fnac parisienne, qui me disait qu'il y avait le mur des cons pour les auteurs. Ah, tout à fait. Et c'est-à-dire que dans l'endroit où ils se changent, où ils prennent leur café, etc., faut jamais oublier quand même que la Fnac a été fondée par Stéphane Hessel, qui était un responsable militant trotskiste de haut niveau, et que pendant, moi je suis un peu plus, malheureusement je suis beaucoup plus âgé que vous, mais dans les années 70-80, plus de la moitié du personnel, voire plus, des permanents de la Fnac étaient membres de la Ligue communiste. Donc il y avait un boycott terrible et il y avait, moi il l'avait prise en photo, il me l'a montré, une liste des éditeurs interdits. Moi j'étais dedans évidemment. Et j'ai eu cette expérience avec mon encyclopédie politique français où le premier tome a été pris par les Fnac et ils me les ont renvoyés alors qu'ils me les avaient payés en me disant on n'en veut plus.
alors qu'ils les avaient payés. Et depuis, je n'ai jamais plus réussi à placer un seul livre. C'est très compliqué. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'éditeurs, je sais pas si Ring est dans ce cas-là, mais enfin, il y a un moment où on arrive à passer le cap si on réussit à vendre suffisamment, mais on voit bien qu'il y a quand même des pressions. Et dans votre ouvrage justement, la France Big Brother, là, le nouveau dont on va parler, parmi d'autres choses, bon, vous dites qu'en gros, ce que nous savons tous les deux, moi aussi j'ai fait une école de journalisme, le CFJ, et j'étais le seul élève qui était pas dans la ligne. Enfin, ils ont mis 18 mois à s'en rendre compte, parce que sinon je serais jamais rentré. Donc j'avais été quand même obligé de jouer pas un double jeu, mais enfin de dissimuler ce que je pensais. Sur 34 membres de ma promotion, on faisait toujours des sondages avant les élections. Je me souviens, c'était les élections de 78. Il y avait 32 voix pour l'extrême gauche. Et c'est pas la gauche, hein. 32 voix gauche, pour la Ligue communiste ou lutte ouvrière. Il y avait une voix pour le RPR. Bon, et moi, évidemment, j'ai pas dit ce que je pensais, donc c'était clair, moi, je votais Front National, quoi. Moi, j'allais pas dire, voilà. Mais et ça a toujours été, donc en gros, au moins 95% des journalistes français, sont d'extrême gauche. Oui. Bon. D'ailleurs, c'est et je pense que, voilà. Enfin, en général, ils vont dans ces écoles, pas par hasard, ils savent très bien ce qu'ils vont. Il y a eu une politique qui a été menée par la Ligue communiste, je me souviens très bien, après 68, où il leur avait dit, il faut investir 2 domaines. On peut dire que c'était de la métapolitique. C'était le journalisme et la justice. Et donc ça a été ça a été l'université. Non, mais ça a été des secteurs très précis. Oui, ça a été c'est toutes les équipes plénelles, quoi, pour simplifier, et le syndicat de la magistrature. Tout ce qui compte. Voilà. Et aujourd'hui, ils constituent maintenant, c'est une politique, ils infestent, ce qui n'était pas le cas avant, Sciences Po Paris. Voilà. Où maintenant, c'est, moi quand j'y étais au début des années 80, la liste de l'Union des étudiants de droit, j'ai été élu à l'université au conseil de direction, on faisait 18%, quoi. Aujourd'hui, ils sont incapables de présenter une liste. Tellement moi je connais plusieurs enseignants qui ont démissionné, enfin qui étaient maîtres de conférence, parce que les élèves leur ont dit oui, on sait très bien que la France s'est retournée contre nous, on peut plus convaincre le peuple, donc on va le changer par la tête. Et donc ils rentrent à Sciences Po pour changer la société par le haut. Et on en voit le résultat avec l'entourage de François Hollande, par exemple. Non. Donc pour en venir au fait que, je dirais que au moins, je veux pas horrifier les rares libraires, j'en connais quelques-uns courageux, et en particulier qui écoutent Radio Courtoisie, mais on peut dire que le milieu des libraires est totalement pourri, de la même manière. Je sais pas si vous... Non, mais je peux vous donner une petite anecdote assez amusante à ce sujet. Mon éditeur s'est rendu dans une Fnac à Paris pour demander mon livre. Le libraire lui a répondu que l'éditeur n'imprimait plus le livre à mon éditeur. Donc vous imaginez un peu, quand mon éditeur s'est présenté à lui, les couleurs qu'ont pu prendre le visage de l'intéressé, qui évidemment a dit c'est des consignes, voilà. Donc c'est comme nos annulations pour les signatures. À chaque fois qu'on a une signature de prévu qui est annulée mystérieusement, la plupart du temps on ne sait pas pourquoi. Évidemment, on explique qu'il y a un problème d'agenda, de calendrier, d'organisation, etc. Sauf que on a pu au moins une fois savoir ce qui s'était passé. Vous avez SOS Racisme à Grenoble qui a appelé la librairie pour dire si cet auteur-là vient, les jeunes des quartiers, on ne pourra pas les tenir, ils vont descendre, la librairie va partir en flammes. On a la conversation, on l'a enregistrée, on l'a publiée sur Internet. Voilà, vous avez SOS Racisme, vous avez la CGT du livre, vous avez quantité d'organismes comme ça qui peuvent faire pression sur des librairies. Évidemment, les libraires nous l'a dit. Je suis désolé, je peux pas m'opposer. Moralement, c'est très difficile de s'opposer à SOS Racisme. Ça veut dire que quelque part, voilà, vous êtes suspect de connivence dans une ville comme Grenoble, par exemple. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le milieu de l'immigration a très très largement échapper justement aux règles, aux diktats pour lesquels il avait été fait, c'est-à-dire entraîner les immigrés de première, deuxième, troisième génération vers le Parti socialiste selon la
factory de Terra Nova, et on se rend compte que maintenant c'est les gens qui s'abstiennent le plus massivement et qui se reportent pas en ce moment. Parce qu'à partir du moment où vous avez des théories du genre et des mariages pour tout ce qui passe par là, c'est sûr que vous perdez une grande base électorale. On va attaquer mais ensuite vous avez publié un ouvrage très étrange particulier puisque c'est Utoya. Donc il y a un ouvrage dans lequel vous vous mettez, on peut dire, dans la tête d'Anders Breivik, quoi. Voilà. Donc le fameux militant tueur de masse, racialiste, pourrait-on dire, norvégien, qui a abattu tout un certain nombre de jeunes cadres du parti travailliste norvégien dans une petite île, et vous mettez dans sa peau, et là c'est des mots que j'aime pas utiliser, d'ailleurs vous les utilisez dans votre livre, mais entre citations en citant des gens, je dirais que là, et vous êtes vraiment devenu sulfureux là. Parce que vous avez un peu comme Richard Millet qui avait fait un éloge littéraire, humoristique, avec du recul sur la manière dont était écrit ce texte, etc. Je l'avais reçu à Radio Courtoisie. Bon, il a perdu son poste de lecteur. Mais si je peux me permettre, c'est assez différent. Moi, je fais pas d'éloge. Justement, le livre je l'ai voulu totalement dépourvu d'analyse morale. C'est simplement les faits tels qu'ils sont. Et je laisse au lecteur, je crois en la capacité du lecteur de juger de lui-même avec sa propre morale, d'analyser ce qui s'est passé. Je vais pas lui dire tuer c'est mal. C'est assez évident que. Oui, mais Monsieur Laurent Berton, ce que vous dites est déjà très grave. Parce que évidemment, la subtilité. Celui qui dit je ne suis pas Charlie aujourd'hui est en général emmené au poste et dénoncé par ses enseignants. Donc le fait de dire les lecteurs jugeront par eux-mêmes, maintenant c'est devenu quelque chose de très dangereux. La régularité est très suspecte en effet. Rodolphe Crevel, vous voulez intervenir? Surtout que Laurent a travaillé dans la presse locale que moi je connais bien. J'ai travaillé aussi dans la presse hebdomadaire régionale, et comme Laurent le sait probablement, pour détruire un petit régime local, il y a 3 techniques. La première technique, c'est de parler politique et de dénoncer les malfaisances politiques du maire en question ou du conseiller général. Et ça, généralement, ça n'a pas beaucoup d'importance sur son humeur ni sur sa carrière. La deuxième technique, c'est de prendre de lui une photo extrêmement disgracieuse et de la publier tout le temps. À chaque fois qu'il fait une déclaration, on publie la même photo disgracieuse. Généralement, là, ça commence à un peu l'inquiéter. Et la troisième technique, c'est de couvrir systématiquement tous les faits divers qui se passent dans sa ville, en utilisant exactement le même argumentaire que vient d'utiliser Laurent. Moi, je ne fais que relater les faits, je ne prends pas parti, etc. C'est évidemment la ligne de défense du journaliste local, mais en bombardant un régime local, et c'est également valable pour un régime national, en lui compilant tous les faits divers sans en oublier aucun, on lui fait terriblement mal. Parce que évidemment, moi j'ai été confronté souvent à cette situation, le maire ou le conseiller général ou député maire, etc. va vous dire en aparté, mais ma ville, ça n'est pas Chicago. C'est ça la véritable attaque que tu as commise. Elle n'était pas contre les libraires ou contre les citoyens ou contre les petits mouvements d'extrême gauche qui hurlaient, etc. En réalité, tu as attaqué le régime frontalement parce que tu as recensé les faits divers, ce que finalement personne ne fait réellement. Le listing des faits divers qui se déroule est en soi une attaque capitale contre le régime. Oui, parce que la valeur du régime, au fond, la valeur fondamentale, c'est le vivre ensemble, ce qu'il appelle le vivre ensemble. Et quand on montre concrètement ces réalités-là du vivre ensemble, évidemment, c'est catastrophique pour. Il faut pas se faire corrompre par les mots truqués, parce que véritablement le vivre ensemble, ça me rappelle la déclaration que j'ai écoutée à la radio avant de venir, où le porte-parole, je crois, du Parti socialiste ou le ministre des Relations avec le Parlement, quelque chose comme ça, justement parlait de la gravité du vote Front National, les sondages, etc., et expliquant que ça allait détruire et qu'il fallait revenir au vivre ensemble républicain. Voilà. Et en général, on rajoute et citoyen.
voyez, donc moi je trouve que c'est bien ce que Jean-Yves Le Gallou appelle un mot piégé, quoi, le vivre ensemble, quoi. Bon, alors qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Je dirais que mais on en parlera dans la seconde partie de l'émission. C'est ce que Rodolphe Crevel appelle l'entre-soi, qui est un plus joli mot, quoi. Alors que le vivre ensemble suppose une espèce c'est un côté quand même multiculturel et métissé, assez désagréable. Alors que quand on parle de l'entre-soi, c'est un mot qu'on utilise dans les familles. Oui, voilà. Bon, donc Utoya, ça s'est passé comment? Alors, je le sais, mais c'était une promotion assez curieuse parce que évidemment, à partir du moment où on a la France Orange Mécanique, on a un tampon sur le front à vie. Donc, c'est très difficile d'expliquer un livre comme celui-là. C'est clair que je pense même que beaucoup de mes lecteurs n'ont peut-être pas compris l'intention, n'ont pas cherché à la comprendre. Et évidemment, on n'a pas été aidé par certains médias qui en ont profité pour continuer leur opération de diffamation, en affirmant que j'étais moi-même, je me réalisais à travers Breivik, que j'accomplissais mes fantasmes, enfin ce genre de choses. Donc évidemment, ça refroidit un lecteur potentiel, quoi, qui n'a pas envie lui aussi de participer. Voilà. Donc c'est une manière d'essayer d'isoler toujours l'auteur. Donc, mais malgré tout, enfin moi je considère que c'est mon meilleur livre d'assez loin. Et je serais pas étonné que ce livre est un destin qui n'ait pas encore été accompli. Donc l'avenir nous le dira, mais voilà, moi je suis assez confiant, je suis assez satisfait de ce travail-là. Je suis très rarement satisfait de ce que je fais, mais ce livre-là me satisfait vraiment. Alors Laurent Oberton, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française, et je reçois en première partie ce soir Laurent Oberton pour son ouvrage La France Big Brother, sous-titré Le mensonge chez la vérité, préface de Xavier Hofer, criminologue bien connu et souvent reçu à l'antenne de Radio Courtoisie, qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Gring, et ouvrage que Laurent Oberton signera. Je crois que ce sera peut-être pas, mais enfin, ça sera votre première signature à Paris. Ce sera la première. Bon, ça sera la première signature. Donc, amis auditeurs de Radio Courtoisie, j'espère d'ailleurs que vous nous ferez la gentillesse de venir à la fête de Radio Courtoisie en juin prochain. En général, les auteurs sont très bien reçus et ça marche bien pour les ventes. Donc, signera cet ouvrage, pas ce samedi, mais le samedi suivant, le samedi 14 mars, de 14h30 à 18h à Librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, juste à côté du métro Trinité. Donc, il faut quand même dire, je crois qu'il faut quand même dire et saluer, quoi, le courage de la maison d'édition qui vous publie. Oui, parce que c'est quand même une maison d'édition très particulière et qui fait un bon travail, hein. Oui, et qui, malgré justement la diversité de ses ouvrages, a pâti clairement du succès de la France Orange Mécanique, et encore une fois des attaques qui m'ont été faites, puisque par ricochet, évidemment, ils ont été éclaboussés. On a tenté de les détruire aussi. Persona non grata dans les librairies, dans les médias. Vous avez encore d'autres auteurs Ring qui ont des problèmes, clairement, d'accès aux médias parce qu'ils sont édités par l'éditeur d'Oberton. Donc, voilà, c'est un choix extrêmement courageux. De me faire confiance, de continuer à le faire, de se battre pour chacun de mes livres comme ils le font. Donc je suis pas prêt de changer de maison d'édition. Et je dois dire que comme le succès est au rendez-vous, on en est tous récompensés, c'est très bien. Alors c'est une maison d'édition, oui, on peut le dire, qui est alternative. Oui. Tout en étant inséré dans le circuit de distribution normal, etc. C'est une librairie, c'est un éditeur vraiment atypique. Je dirais qu'en gros, dans le marché des éditeurs, je dirais qu'il y a les éditions Pierre-Guillaume Deroux qui sont remarquées par la qualité d'ailleurs des auteurs, en particulier les romans. Bon, et les éditions Ring qui toutes les deux qui sont bien distribuées, mais il n'y a pas beaucoup d'autres éditeurs on connaît d'autres éditeurs comme Godefroy de Bouillon, comme etc. Mais ce sont des plus petits éditeurs qui n'ont pas cette puissance de frappe et cette bonne distribution, et qui leur permet d'être dans les
dans le circuit classique, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que il faut être passé par un distributeur, etc. Il faut être accepté par le distributeur. Il faut que les représentants acceptent de vous vendre, de promouvoir votre ouvrage, et ils peuvent refuser de le faire, et donc l'éditeur va s'étonner que ces livres soient pas commandés, mais en fait parce que les représentants ont à peine parlé du livre ou n'en ont pas parlé. Oui. Et il faut survivre économiquement, parce que ça aussi c'est une gageure. Quand vous n'avez aucune subvention, aucune aide, comme beaucoup d'autres en bénéficient, c'est très compliqué. Quand vous êtes, chaque attaque directe d'un auteur, chaque tentative de calomnie peut potentiellement tuer la maison d'édition. Donc ce sont des responsabilités qui sont immenses, et Ring a la particularité de non seulement de faire des ouvrages d'une très grande qualité, en plus d'avoir un sens de la communication extrêmement développé, avec des promotions vidéo notamment qui sont énormément reprises justement sur les médias alternatifs, mais aussi les grands médias. Voilà, donc on va rappeler Ring, qui veut dire l'anneau en anglais. Donc le site c'est ring.fr. www.ring.fr, et donc les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent aller sur le site, vous tapez Laurent Borton dans un moteur de recherche, et vous allez on va trouver vos vidéos qui sont des vidéos très très soignées, Oui, c'est ça, vraiment avec un souci esthétique certain, et qui voilà, c'est ça. Pas du tout amateur, quoi. Pas du tout amateur, très professionnel. Très professionnel. Voilà, donc ça permet d'être bien relayé et d'avoir un véritable effet boule de neige. Et d'éviter justement d'être soumis, d'être à la tyrannie des canaux classiques, quoi. On n'est plus obligé d'avoir les grands médias pour exister. C'est surtout, moi, l'enseignement majeur de la France Big Brother, c'est qu'on peut se passer des grands médias pour avoir un succès littéraire, puisque on n'a pas eu le bruit, on va dire, de la France Orange Mécanique, et malgré tout, le livre, justement. Enfin, vous avez quand même eu un certain nombre de reprises. Enfin, quand même, vous avez quand même si on fait la comparaison, c'est quand même, je me souviens que le jour de la sortie d'Orange Mécanique, on avait eu RMC, RTL, on avait eu vraiment des très grosses émissions. Cette fois-ci, on a eu BFM TV. Pour la France Big Brother. Oui. Alors justement, je voudrais qu'on en parle, parce qu'on va attaquer. Donc la France Big Brother, j'ai vu que vous étiez né en 1984. Bon, donc est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit la France Big Brother? Disons que j'aime beaucoup le livre d'Orwell, donc si on voulait trouver... Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne le sauraient pas, mais ils sont tous extrêmement cultivés, j'ai quand même rappelé que 1984 est un livre absolument prophétique de George Orwell. C'était un livre... pas de science-fiction, de politique fiction, et qui est un ouvrage exceptionnel qui n'a rien perdu de sa qualité, et dont il faut jamais oublier, parce qu'on le dit pas assez souvent, que c'était une critique extrêmement vive du totalitarisme communiste. Parce qu'on l'a associé à d'autres phénomènes, mais en fait, George Orwell, qui était un trotskiste, c'est un plutôt anarchiste libertaire, puisqu'on le retrouve à Barcelone. Il a écrit un ouvrage remarquable au moment de la Révolution espagnole, et il a jamais encaissé l'exécution par les brigades soviétiques de toute l'opposition anarchiste espagnole, et donc son livre n'est pas une condamnation du national-socialiste, c'est une attaque extrêmement précise de l'idéologie totalitariste communiste soviétique. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, quand on vous parle maintenant de Big Brother, la plupart du temps, quand on voit des articles là-dessus, et je m'attendais un peu à trouver ça dans votre livre, c'est pour ça que souvent c'est la surveillance électronique. Oui, c'est vrai qu'on a. C'est très tourné vers les technologies de surveillance de l'individu par le biais d'Internet en particulier. On peut dire que dans 1984, George Orwell dénonce plusieurs décennies à l'avance les lois que vont faire passer, qu'ont déjà fait passer et vont faire passer dans les prochaines semaines Manuel Valls et Christiane Taubira.
qui va être la censure absolue de l'internet français, puisque pourra être interdit sur simple décision administrative sans passer par la justice n'importe quel site internet à partir de critères purement d'opinion. Oui. Oui, des critères extrêmement flous, hasardeux, voilà, parfaitement modulables à loisir. Et donc, en fait, votre ouvrage n'est absolument pas un ouvrage sur cette surveillance électronique dénoncée par des gens comme Snowden, enfin ce qu'on appelle maintenant, alors c'est très à la mode quand même, les lanceurs d'alerte. Là, on peut pas ouvrir un journal ou écouter une radio sans qu'on nous parle en ce moment des lanceurs d'alerte. Et donc, votre ouvrage, en fait, c'est un ouvrage plus sur on pourrait dire le contrôle social. Oui, parce que dans la domestication humaine. Voilà, ce qu'il faudrait préciser, c'est que dans le roman d'Orwell, la société est dominée par un parti unique, et qu'au sommet de ce parti, il y a Big Brother. Alors on ne sait pas vraiment tout au long de ce livre s'il existe, s'il est matériel, si c'est un être vivant. Voilà, on voit ses yeux, son visage, quelque chose de très impressionnant, que tout le monde, c'est une sorte de culte un peu délirant, un peu à la manière du culte de Staline. Donc voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que l'interrogation fondamentale du livre? Il y a une uniformité morale, une uniformité de pensée qui nous est imposée par une sorte de parti, une collusion d'individus qui ont les mêmes intérêts, qui dominent les secteurs clés de l'expression, de l'enseignement. Est-ce que au-dessus d'eux, il y a cette figure, ce Big Brother? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose? Voilà, c'est l'interrogation de ce livre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, vous êtes un adepte vous surprenez, je dirais, vos lecteurs, puisque aucun de vos 3 livres n'a été écrit de la même manière. Oui. Parce que là, c'est très particulier. Vous l'écrivez sous la forme de lettres. C'est ça. Orange Mécanique, c'est un essai pur. C'est-à-dire un constat un peu journalistique. C'est une étude sociologique. Voilà. Utoya, c'est écrit dans la tête de Breivik, donc avec un style qui peut rappeler un roman à la première personne. Là, on retrouve la première personne, sauf que ce sont des cadres du parti, justement, qui s'adressent à Monsieur Moyen, le lecteur, Monsieur Moyen, vous, moi, l'individu lambda, le français moyen, et qui, ces cadres du parti s'adressent à lui comme s'ils avaient décidé de lui dire en face les choses, de lui dire c'est comme ça qu'on vous manipule, c'est exactement comme ça que ça se passe dans notre régime. On veut vous faire ça parce que pour quelles raisons, quelles sont nos raisons morales à vous imposer ce système de pensée. Et donc à partir de là, Monsieur Moyen reçoit ces lettres comme des gifles, puisque ces lettres sont extrêmement violentes, et donc Monsieur Moyen est quelque part mis en accusation par ces individus. Monsieur Moyen doit faire face dans ce livre à ses responsabilités. Il doit se regarder dans le blanc des yeux et se dire si tous ces gens ont tout ce pouvoir, si tous ces gens m'écrasent tous les jours, est-ce que ce n'est pas parce que moi, à un moment donné, je leur ai donné ce pouvoir? Est-ce que je n'ai pas failli dans ma responsabilité démocratique, dans ma responsabilité de citoyen? Est-ce que au fond, Big Brother, ce n'est pas moi qui l'ai permis? C'est une interrogation. Oui, parce qu'on va pas donner, vous donnez pas la clé à la fin. On peut pas donner la clé, mais c'est vrai que on pourrait dire que d'une certaine manière, personne n'est exonéré. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, quoi. Voilà, c'est un peu trop facile d'accuser justement ces individus qui tiennent les secteurs clés, tout en continuant à faire exactement ce qu'ils attendent de nous. Oui. Alors, si vous voulez, là, on va donc parler de ce livre, on va pas en parler intégralement, mais ce qu'il y a, c'est un livre donc très, je dirais peut-être plus foisonnant que La France Orange Mécanique. Oui, parce que là, était soumis à la criminalité. Donc vous étudiez tout un tas de thèmes. Voilà. Alors donc on va en parler d'un certain nombre. Et c'est écrit donc à la manière d'une lettre, mais en même temps c'est des études, vous citez, vos citations sont
toujours très très parlantes, bien choisies. Moi qui suis un adepte justement des citations pour essayer d'être précis et surtout, enfin je sais pas si vous lisez mes livres ou la revue Fait Document, je fais souvent des portraits et c'est le seul système que j'ai repris, que j'ai trouvé pour être sans problème repris par Wikipédia pour faire évoluer les biographies des gens, c'est que je donne toutes mes sources. Donc, je ne suis jamais cité en tant que fait document, mais si je cite Libération, Le Monde, de tel jour, etc., j'ai la surprise d'ailleurs dans un certain nombre de biographies, des nécrologies par exemple, de retrouver des passages entiers de mes livres, de mon encyclopédie politique, Au cœur du pouvoir sur le club Le siècle, etc. Et là, il n'y a pas de problème, je suis jamais cité, mais au moins ça a une efficacité parce que c'est repris. Et vous, je vais pas dire que le livre m'a énervé, mais il y avait des citations que je ne connaissais pas. Et alors moi, voilà. Donc vraiment, elles sont assez, elles sont remarquablement bien choisies. Alors, un des thèmes que j'aimerais qu'on évoque, c'est justement le pouvoir qui est accordé. C'est dans une des premières lettres, le pouvoir des journalistes. Et vous faites un portrait absolument très différent de celui que je lui ai consacré, mais extrêmement brillant et synthétique d'Edwy Plenel. Et la stratégie de base de Plenel est celle de l'homme politique confronté à un travail journalistique gênant. Son premier réflexe consiste à essayer de discréditer l'auteur de l'écrit. Voilà, bon, et parce que personne n'a eu le courage ni la possibilité médiatique de lui répondre en face, Plenel a profité tranquillement d'un contexte porteur pour revenir à un de ces bourgeois trotskistes consultants que nous aimantons. Il est sincère comme Taubira, Hessel ou BHL. Et puis, vous racontez, vous rappelez ses amitiés, en particulier, par exemple, aussi bien avec Dominique de Villepin, qu'on ignore en général, qu'en François Hollande, avec lequel il a écrit quand même un ouvrage d'entretien. Ce qu'on oublie toujours donc ce qui suppose quand même des liens très particuliers, son habileté, sa haine de François Mitterrand. Ouais. Des choses dont voilà, Plenel, qui sont nos sicaires. Même une armée de clones a des généraux. Je pourrais en citer une centaine à titre d'exemple. Si je devais poser 100 et n'en retenir qu'un, ce serait notre vénéré Edwy Plenel. Plenel est au journalisme ce que Hollande est à la République et ce que BHL est à la philosophie, le symbole du triomphe de nos hommes sur le réel. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'ailleurs que vous abordez là. En dernière page de l'histoire, on fait un portrait. En dernière page de l'histoire, Rodolphe Crevel, la manière là dont le nouvel ouvrage je crois pas que si vous devez en parler un moment, son nouvel ouvrage en hommage aux musulmans. Pour les musulmans, ça s'appelle. Voilà, pour les musulmans. Oui. Il me semble que vous en dites un petit mot dedans. Oui, c'est possible parce que il y avait eu beaucoup d'affaires déjà avant l'affaire Charlie. Le livre est sorti avant l'affaire Charlie Hebdo. Il y avait eu l'affaire Gourdel, etc. Un certain nombre d'affaires où il avait été très médiatisé. Ce qu'on oublie souvent de dire à propos de Edwy Plenel, c'est qu'en réalité, c'est un journaliste relativement médiocre au départ, qui a la très bonne idée de retenir des très bons rapports avec la FASP, la Fédération des gardiens de la paix. Et c'est avec cela qu'il va, lorsqu'il va monter au Monde, à la rédaction en chef du Monde, qu'il va, grâce à ses relations policières syndicales, monter des coups et des scoops, ce que le Monde ne faisait pas auparavant. Et donc il va changer la culture du Monde en apportant le scoop. Oui, parce qu'il était plus qu'étroitement lié avec Bernard Delplace, qui était à l'époque le secrétaire général de la FASP. Voilà, qui était le principal syndicat de police. Mais il avait également ses entrées auprès des juges d'instruction du syndicat. Enfin, il y a ce côté, là. Il y a pas que les grands appuis vis-à-vis de Mitterrand, etc. À l'origine, il a commencé par le copinage, mais ça nous renvoie finalement à la presse locale, où finalement la tournée, les gendarmes et tout ça, c'est toujours un peu la même chose. Exactement, les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Oui.
Alors comment ça pourquoi est-ce que vous avez fait, vous faites un portrait, vous lui consacrez plusieurs pages, c'est pas seulement un portrait, c'est une analyse, etc. Pourquoi vous êtes intéressant en particulier à Edwy Plenel? Disons que je trouve qu'il est très représentatif justement du parti, de cette caste médiatique, de par son parcours, de par le fait que Plenel finalement se résume surtout à sa morale. C'est toujours ça le critère. C'est l'idéologie qui prend le pas sur la raison. C'est-à-dire que peu importe les erreurs factuelles qu'il peut faire, les associations, les attaques malhonnêtes, la mauvaise foi, toutes les techniques qu'il utilise. Mais au bout trotskiste, du compte, trotskiste à 100%, calomnier. Peu importe ces méthodes, c'est toujours la morale qui passe au-dessus de tout. Pour les musulmans, une certaine morale, une certaine échelle de valeur, évidemment, qui est la sienne. Justement, la morale du parti. Faut jamais quand même oublier. Je crois que vous le rappelez pas, parce que de toute façon, c'est pas un livre qui est consacré exclusivement à Edwy Plenel. Il faut quand même pas oublier, il était rédacteur en chef de Barricade, qui était le journal des jeunesses communistes révolutionnaires, et il passe de Barricade au service éducation du Monde. Alors je regrette vraiment, parce qu'en 1984, au moment des grandes grèves, j'étais journaliste, et d'ailleurs j'avais encore une certaine fidélité, je me considérais comme journaliste, alors qu'aujourd'hui j'en ai honte, C'est un peu ce fameux autocollant qui avait été sorti par la vieille taupe. Si tu vois un journaliste, gifle-le. Si tu ne sais pas, lui le sait. Voilà, bon. Et donc maintenant, et je me souviens, j'étais à Assas, évidemment avec les gens du GUD, et il repère Plenel et il décide de le passer à tabac. Et moi, j'interviens en disant non, on peut pas frapper un journaliste. Et je lui ai évité d'être s'écharper. Il doit pas s'en souvenir, mais c'est ça. Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, je le regrette, Mais je le regrette très sincèrement parce que ça leur aurait fait du bien, Et il y a toute une série de choses comme ça, vous voyez, où on regrette des choses et cette influence absolument colossale de Plenel sur des générations maintenant avec tous les bébés Plenel qui se sont multipliés dans les rédactions. Une clones, voilà. Exactement, qu'il a disséminé partout, et il garde au sein de cette classe médiatique et politique une influence énorme. Tout le monde a encore peur de lui. Il a des dossiers sur tout le monde. Mais quand vous parliez de sa qualité, ses erreurs, j'ai remis à jour dernièrement un portrait de Plenel pour un site internet, et à la fin j'ai mis une petite vidéo montrant la finesse de ses analyses politiques, parce qu'il est un peu comme cette crapule de Serge July qui vient vous donner des leçons aujourd'hui de journalisme, etc., alors qu'il a multiplié mon ami Jean-Paul Cruz me disait toujours, qu'il était son patron à la gauche prolétarienne, mais il était tellement bête qu'on l'avait envoyé à Bruyant-en-Artois, et même là-bas il a réussi à foutre le bordel avec cette affaire. Alors que le notaire était évidemment innocent, etc. Il me disait, mais ce type est un médiocre, en fait, c'est ça. Il avait toutes sortes d'exemples pour en parler, Et Plenel, c'est stupéfiant. On rappelle jamais ses erreurs. Alors vous en rappelez rapidement un certain nombre, mais il y en a une qui est quand même sidérante. C'est tout dernièrement, donc c'est pas vieux. C'était l'année dernière, 2 jours, 48 heures avant la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre. Moi, j'étais convaincu depuis 6 mois qu'il allait être Premier ministre, donc j'avais préparé une biographie. Et lui, il annonce non, mais vous voyez la vidéo, non, il ne peut pas, j'en suis certain, j'ai analysé les choses, il ne sera jamais Premier ministre. Il est nommé 48 heures plus tard. Ce qui caractérise Plenel, c'est le poncif et l'impunité. Voilà. Oui, il ne paye jamais les conséquences justement de son incurie. Ce que je pense, c'est qu'en ce moment, il joue un rôle. Je pense qu'il a une grande envie de revenir en politique d'une certaine manière, et je pense qu'un de ses objectifs est on le voit bien à la lecture de Mediapart. Il a annoncé sa retraite journalistique là. C'est cette volonté de mettre en avant en permanence des phénomènes comme Syriza et Podemos,
et de favoriser le front de gauche, etc., et d'essayer de mettre en avant une véritable alternative au Parti socialiste dans ce qu'on pourrait appeler la gauche de la gauche. Et moi j'ai l'impression qu'il y a je crois que Julien Drey a quelques soupçons, qu'il connaît bien, a quelques soupçons là-dessus, mais pour moi il y a une tentative en ce moment dans lequel il doit être partie prenante de reformer, de détruire le Parti socialiste pour permettre à la gauche de la gauche d'exister plus complètement. Plutôt sur le modèle de Podemos que de Syriza, parce que Podemos c'est... De toute façon, ce parti, c'est un peu comme dans l'Union soviétique. Pour être un bon cadre du parti, il y a beaucoup de critères qui sont facultatifs. L'intelligence, le talent ou la déontologie, c'est facultatif. Justement, le bon cadre, il se caractérise par son fanatisme. Et Plenel est quand même un extrêmement bon exemple à ce point de vue-là. Mais extrêmement intelligent, rotor, habile. Il s'est beaucoup amélioré d'ailleurs avec le temps. Et il est devenu une espèce de sage. Oui. Pour les médias. Et d'ailleurs, il ne s'énerve jamais, hein. Jamais un mot plus haut que l'autre, mais un véritable exécuteur, hein. C'est un certain nombre de gens qui ont pu être attaqués par lui ne s'en sont jamais relevés, quoi. Et maintenant, dans chaque grand média, vous avez un individu qui est chargé, exactement comme lui le fait, de surveiller les non-alignés. Et dès qu'un non-aligné sort la tête du bois, on tire dessus. Voilà, il y a des gens qui ne font que ça dans certains grands médias, qui sont spécialistes, qu'on appelle les spécialistes de l'extrême droite. En gros, surveillent tout ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de dérapage, de déviation. Et puis avec adresse donnée, appel aux clients de la société en leur demandant comment est-ce que vous pouvez travailler avec une telle entreprise, etc. Ce qui fait qu'en général, ça se passe très très mal. Moi, j'ai toute une série de cas, un peu comme vous voyez les appels de SOS Racisme à votre libraire de Grenoble, qui appellent en disant on pourra pas tenir les jeunes de banlieue. Or, ils n'ont aucun jeune de banlieue, enfin entre guillemets aucun jeune de banlieue, mais ils ont un poids moral qui est tel que vous cautionnez, et donc voilà. Et donc ils feront un communiqué qui lui sera dommageable. Oui. Bon. Mais d'un autre côté, on pourrait dire, et je ne sais pas ce que vous en pensez avec les événements actuels, que tout ça a de moins en moins de portée. Ah bien sûr, parce que en fait ils n'ont pas. Par exemple, Libération est en dessous de 100 000 exemplaires. Oui. Et l'indignation, de toute façon, ça marche une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, c'est une variable économique. Au bout d'un moment, à force de l'utiliser, elle s'essouffle, elle perd toute sa force. Et le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont vraiment plus que ça. Si vous regardez bien, c'est systématique, quelle que soit l'actualité, c'est toujours une posture émotionnelle, indignée, toujours des outrances et des accusations, des tentatives de calomnie. Et évidemment, au bout du compte, ça marche de moins en moins bien. Les gens se lassent, surtout qu'on utilise l'indignation à tout propos, ce qui fait que quand l'actualité est vraiment nécessiterait une indignation, vous avez exactement les mêmes postures, les mêmes phrases, les mêmes formules creuses. Donc évidemment, ça finit par lasser. Ces gens ont de moins en moins d'importance, heureusement. Alors je voudrais d'ailleurs lire quelques pages pour donner aux auditeurs de Radio Courtoisie, Laurent Borton, l'envie de lire votre ouvrage, qui, je rappelle, votre nouvel ouvrage qui s'appelle La France Big Brother, sous-titré Le mensonge chez la vérité, qui vient de sortir chez Ring, et que vous signerez votre première signature parisienne, peut-être la seule d'ailleurs, à la librairie Facta, le samedi 14 mars, c'est-à-dire pas ce samedi, le samedi suivant, à la librairie Facta 4 rue de Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h. Donc je lis juste un petit passage. L'antiracisme, ce knout du régime, va de pair avec une mobilisation intensive en faveur de la diversité. Alors je ne peux pas, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, donner tous les guillemets, parce qu'il y a un certain nombre de déguillemets, mais ça serait trop long. Donc nous avons mis au point une sorte de racisme de compensation que nos communicants ont baptisé discrimination positive. Une morale égalitaire conséquente ne pouvait déboucher que sur une sélection raciale méthodique, taboue, mais consciente et organisée de ceux qu'on estime handicapés par la société. Cela se traduit la plupart du temps par une mise en avant des Noirs et des Maghrébins dans toutes les séries, les publicités, les émissions de divertissement. Théorie de simple exposition, tu dois t'y habituer et si possible aimer les personnes exposées. Puis vous continuez, etc. Donc, le mauvais racisme, c'est celui que nous combattons, il n'a qu'un sens, il ne peut venir que du blanc. Jean-Vincent Placé peut trouver qu'il y a trop de blancs au Sénat, il sera soutenu par les associations antiracistes.
Si Willy Spagnol, en des termes infiniment plus mesurés, trouve qu'il y a trop de noirs dans le foot, il sera lynché par les mêmes associations. Voilà. Et puis vous continuez, etc. L'antiracisme est une religion. Et donc vous citez un certain nombre d'éléments, comme par exemple le monde pleure un grand homme, la seule figure comparable c'est Gandhi, un géant s'est éteint, grand jusque dans la mort, icône mondiale de la réconciliation, facteur d'unité et d'harmonie, un souvenir qui venait du propre profond de l'âme. Et là, une grande lumière, un héros de l'humanité. Bon, et il s'agit de... mais il s'agit de Nelson Mandela. Oui, bien sûr. Bon, or, Nelson Mandela était un terroriste, membre, ils ne l'ont révélé qu'après sa mort, j'en ai parlé dans Faits et Documents, à l'époque où il a commis ses tentatives d'action terroriste en Afrique du Sud, à l'époque était membre du comité central du Parti communiste de l'Afrique du Sud, qui était un parti communiste clandestin, et il était membre de son comité central, donc quand même un des responsables, au moins, parce qu'ils ont admis le comité central. Par la suite, ils ont dit qu'il était au bureau politique, etc. On voit bien, bon. Et alors, tout ça, c'est, vous écrivez, c'est quand même extrêmement drôle, les petits blancs viennent de perdre leur totem préféré. Mandela, le sauveur terroriste canonisé sur les restes de sa nation exsangue, n'était lui-même pas un trompeur, voilà, etc. Les milliers de petits blancs martyraires qui ont fait de lui leur dieu, voilà les trompeurs, c'est grossier comme le bien et le mal. Donc il y a toute une étonnante, vous abordez toutes sortes de thèmes et en une phrase vous démontrez une espèce de une icône multiculturelle mondialisée. Oui, c'est ça. C'est un dessin de leur dogme en fait. Voilà, et on a besoin comme ça d'avoir de grandes figures. Vous avez Obama, vous avez Mandela, on a Taubira. Enfin, vous voyez des qui sont complètement divinisés de manière totalement irrationnelle. Mais je sais pas si vous vous souvenez, enfin vous en souvenez, vous en parlez, mais la manière dont l'élection de Obama a été perçue en Europe la première fois. D'ailleurs, il a eu le prix Nobel de la paix l'année suivante. Mais ce qui est incroyable, c'est que de penser cette espèce de nombrilisme incroyable, notamment des Français, mais aussi de pareil en Italie, etc., que c'était Obama, il faut reprendre les titres de l'époque que vous reprenez, va apporter la paix dans le monde, va donner à manger à tout le monde, il va faire plus beau demain, les unes délirantes de libération, etc. Et cette déception, mais pourtant qui demeure, ce soutien qui demeure éternellement, parce que Obama est la figure du bon dans le système de Big Brother. Oui, parce que peu importe, encore une fois, le rationnel des choses, comme Mandela, même son bilan politique, économique est catastrophique. Et que Obama, c'est la même chose, c'est pareil. Mais ce qui compte n'est pas là. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Obama, quand il a été élu, j'étais étudiant en école de journalisme. Et je me souviens que le lendemain de son élection, quand je suis arrivé à l'école de journalisme, il y avait des bouteilles de champagne partout et des étudiants ivres-morts dans tous les coins de l'établissement. Vous voyez l'objectivité journalistique par rapport à cet événement. C'est instructif. Vous avez des milieux comme ça où les gens perdent complètement, sont dans une forme d'hystérie collective, totalement raciste pour le coup. Puisque, voilà, ces gens ignoraient tout d'Obama, c'est pas des gens forcément extrêmement cultivés. Quand ils ont vu cette figure arriver, ils se sont dit, formidable, on a une chance que un noir, bon, il est métis, mais dans l'esprit collectif, on va dire, c'est un noir, donc c'est formidable. C'est intéressant pour des gens qui se prétendent antiracistes à longueur de journée, d'agir de la sorte. Mais de manière générale, l'antiracisme, je parle de la discrimination positive, c'est quand, à partir du moment où vous discriminez positivement quelqu'un, ça veut dire que vous estimez qu'il est négatif, que on a quelque chose à compenser. Donc, les antiracistes désignent par là ceux qu'ils estiment être leurs inférieurs. C'est un mode de raisonnement quand même tout à fait perverti. Je crois que c'est une question. Je crois que c'est une question que vous n'abordez pas dans le livre, mais la discrimination positive ou par exemple la représentation des minorités à la télévision en sont toujours curieusement exclus les populations d'origine asiatique. C'est très 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 net. Oui, c'est une question qui n'est jamais abordée. C'est vrai. Jamais.
Bon, la première exception, Pousset était Fleur Pellerin, mais Fleur Pellerin est une multidiplômée. ESSEC, ENA, etc. C'est pas des petits diplômes à 2 balles, genre de Myriam El Khomri ou ce genre de personnage, etc. Fleur Pellerin, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais elle a un véritable bagage universitaire réel et elle en est pas réduite à inventer des maîtrises d'économie comme Madame Michel Fioraso, quoi. Peut-être comme ces communautés réussissent particulièrement bien au sein des sociétés occidentales, peut-être justement que les antiracistes estiment qu'ils n'ont pas, eux, besoin de compensation, en tout cas d'être discriminés positivement. Donc encore une fois, ils nous désignent une hiérarchie, une sorte de hiérarchie de leur perception du monde. C'est intéressante. Bon, il y a un cas particulier avec Jean-Vincent Placé, qui est quand même un personnage assez incroyable. Rodolphe Crevel. Mais Laurent Berton parlait de divinisation de certains individus qui n'ont pas toujours demandé d'ailleurs. Ça peut leur tomber dessus comme Obama et ils n'en ont pas forcément été les créateurs. Et cette divinisation, en réalité, il faut la voir comme l'expression d'une religion sans Dieu qui s'est construite. Et là, il faut lire Christopher Lasch, qui décrit minutieusement la naissance de cette religion sans Dieu, qui s'attaque aux religions qui ont des dieux d'ailleurs, et qui le date assez précisément du moment où les communistes et les chrétiens de gauche ont fait fusion, ayant tous les deux échoué, et on voit que cette fusion des échecs des chrétiens de gauche et des communistes est en réalité la matrice de cette religion compassionnelle, parce qu'il parle lui de religion compassionnelle, une religion sans Dieu qui passe son temps à compatir. Évidemment, on compatit pour les faibles, pour les minorités, toujours. Un peuple ne serait qu'une somme de minorités et les majorités n'existeraient pas. Ça, il faut vraiment lire Christopher Lasch, et je pense ton bouquin pour avoir cette vision un peu supérieure de ce que nous avons connu, nous, dans nos milieux, où nous analysions toujours les événements de contrôle par des complots, par des personnalités, par des masses d'argent, etc. Bien sûr que tout ça joue parce que ça vient en renfort, mais il y a eu la naissance de cette religion compassionnelle. Il y a des religions qui naissent. Le culte du cargo est né un peu par hasard, etc. C'est une sorte de religion de la même nature, aussi médiocre que le culte du cargo, mais qui maintenant s'est emparé pas simplement de la société française, mais pratiquement de toutes les sociétés occidentales. Ah, mais ce qui est fascinant avec Christopher Lasch, j'avais pas consacré, mais on en avait parlé dans une des dernières émissions à Radio Courtoisie à propos de la livre sur sur la face cachée du capitalisme qui vient de sortir, qui reprend les Michéa, etc. Christophe Lasch, ce qui est fascinant, c'est le moment où il écrit, c'est très très tôt. Et c'est des livres extraordinaires parce que c'est un homme qui vient de la gauche américaine et il l'écrit avant même 1970 et déjà il détruit le mythe des Black Panthers, etc., le mythe des révoltés américains, etc., l'extrême gauche américaine, etc. Phénomène qu'on va voir apparaître en France dans les années 80. C'est-à-dire, quand on prend ces livres Christopher Lasch, qui sont disponibles largement grâce à Michéa, etc., on les trouve en livre de poche pour les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est LASCH. Il n'y a pas de Michéa sans Christopher Lasch. Voilà, c'est un sociologue absolument extraordinaire et quand on lit ses pages, on n'arrête pas de dire mais je suis d'accord avec lui. C'est absolument incroyable. Et il a c'est un peu comme Orwell, c'est un véritable prophète parce que il annonce 30 à 40 ans à l'avance ce qui va se produire avec la mondialisation. C'est stupéfiant, ces ouvrages. Et on a la chance, effectivement, que Jean-Claude Michéa soit intéressé à lui, il l'a fait connaître en France. Ce qui fait que je pense que ça a beaucoup joué pour l'évolution intellectuelle d'un certain nombre de gens qui étaient issus des milieux de la gauche, de l'extrême gauche ou de l'ultra-gauche. Ce qui leur permet de prendre beaucoup de recul. Maintenant, tous nos amis doivent comprendre que nous avons en face de nous non pas des comploteurs, non pas des gens qui mentent seulement. Il y a également énormément de gens sincères, des vrais religieux. Et c'est d'autant plus paniquant, parce que lorsque nous n'avions en face de nous que des déstabilisateurs, des politiques qui pratiquaient le mensonge, etc., on pouvait leur opposer un raisonnement, voire même leur mettre le nez dans leurs mensonges. Or là, nous avons affaire à des masses de religieux qui sont totalement illuminés et avec lesquels on ne peut même plus parler. Ah ben c'est l'émotion qui l'emporte sur la raison. Par exemple, sur cette fameuse affaire Charlie Hebdo, les manifestations, c'était des processions religieuses. Il y a vraiment aucune autre manière de les décrire, avec des slogans
blancs, des pancartes, des phrases qui revenaient complètement. Je voulais qu'on aborde la question, mais avant, votre livre est sorti un tout petit peu avant. Il est un tout petit peu après. Un tout petit peu après. Il était écrit. Oui. Il était bouclé, mis sous presse en décembre. Oui. L'affaire Charlie, c'est le 7 janvier. Le livre est sorti le 15 janvier. Oui. Excusez-moi, c'est parce que comme j'en avais parlé avec votre éditeur, je pensais qu'il était déjà sorti à ce moment-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que votre livre, je dirais, tombe, la France Big Brother tombe, vérifie absolument les thèses, les éléments que vous développez et les éléments que vous apportez. Et votre livre, pourrait-on dire, d'une certaine manière, son lancement va être empêché par les événements de Charlie Hebdo. Je me souviens, j'ai eu votre éditeur qui m'a dit, on devait avoir 11 passages, à la télévision, la radio, les semaines, tous ont été annulés. Oui. Au nom de pas d'amalgame. Il y a une phrase dans ce livre justement qui explique que c'était la décapitation d'Hervé Gourdel. Une phrase dit, en gros, nous sommes capables de transformer l'égorgement d'un Français en une sorte de campagne anti-islamophobie. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Charlie Hebdo. Et évidemment, alors, dans un premier temps, on a pu comprendre qu'on a eu beaucoup d'annulations. On avait beaucoup de médias prévus le 15 janvier avec une exclusivité réservée. Dans un premier temps, on a pu comprendre qu'effectivement, on pouvait décaler, disons, d'une semaine cette promotion médiatique. Sauf que la semaine suivante, ces mêmes médias ont annulé définitivement leurs invitations. Et c'est une technique tout de même de déstabilisation d'une promotion qui est très efficace. Si quelqu'un là en l'occurrence, on a eu Léa Salamé qui nous a appelé pour France Inter en disant qu'elle voulait une exclusivité radio. Donc à partir de là, évidemment, on ne cherche plus de radio. Vous avez C'est à vous, Anne-Sophie Lapix, qui réserve une exclusivité de télé. Donc à partir de là, on ne cherche plus de télé. Évidemment, quand les deux annulent le même jour, la veille de l'émission, c'est catastrophique. Vous repartez à zéro, donc le livre passe, hélas, inaperçu aux yeux du grand public en tout cas, alors que, à mon avis, étant donné s'il contient, c'était plus que jamais le moment de le faire connaître au grand public. Alors, comme votre livre est paru, en fait, a été bouclé avant les événements qui se sont produits, je voudrais que vous nous en parliez pour nous dire comment vous les avez perçus, parce que c'est quand même fascinant, cette opération « Je suis Charlie ». C'est absolument fantastique. Si j'étais complotiste, que je ne crois pas, j'aurais dit qu'il y avait un chef d'orchestre derrière. Bon, d'ailleurs, on sait qui a été le chef d'orchestre. D'ailleurs, dans cette opération, ça a été, ils étaient 4 ou 5, mais ils ont réagi d'une manière extraordinaire. Il y avait d'abord Julien Drey, qui est quand même l'homme de Touche pas à mon pote. Vous aviez Anne Hommel, la communicante de Dominique Strauss-Kahn. Vous aviez Richard Malka, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn, qui se retrouve l'avocat de Charlie Hebdo. Vous avez Caroline Forest, qui déclare que qui était Caroline, le tueur des yeux bleus. C'est pas ça, c'est que Caroline Forest, qui a son intérêt, a été dans l'organisation de cette opération, mais pas seulement à la télévision. Ce sont des gens qui produisent des notes, qui sont reçus, etc., à Matignon, à l'Élysée. Je vous parle de gens qui sont vraiment aux manettes. Bon, ils étaient 5 ou 6, et a surgi cette opération géniale. Je dis pas que tout a été quoi que ce soit avait été préparé, mais ce qui est quand même fascinant, c'est que j'en avais parlé la dernière fois. Je connais quand même deux enseignants qui font l'objet de poursuites et d'inspections académiques prévues, parce que ils ont respecté la minute de silence. Ce sont absolument pas d'ailleurs des musulmans, pour être très précis, mais ils ont refusé de porter le badge « Je suis Charlie » dans leur école. Et le proviseur du collège et des lycées, j'en connais 2, leur a dit « Je vous colle une inspection académique ». Donc on se rend compte que cette défense de la liberté, en fait, devient un totalitarisme.
est remplacé par une censure phénoménale. Et donc vous disiez justement la décapitation d'otages par ce qu'ils appellent Daesh, mais qui est l'État islamique, et il faut pas citer islamique, pour surtout pas gêner l'État islamique au Levant, etc., aboutit en fait à il suffit de prendre les tweets des députés socialistes, des ministres, etc. Pas d'amalgame, ne pas faire. Sont les musulmans. La première victime, ce sont les musulmans. Combien de fois l'a-t-on entendu? Et je crois que même les musulmans sont horrifiés parce que ils se considèrent pas comme des victimes. On parle en leur nom, mais c'est. Voilà. Mais ce qui m'a frappé, c'est que justement, ce Big Brother n'a pas besoin de créer les faits, n'a pas besoin de contrôle réel. Je pense qu'il est complètement dépassé par la réalité. Il est complètement dépassé par cet attentat. Mais à partir de n'importe quel fait, il est capable de le retourner complètement à son avantage. C'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire de transformer ça, 17 cadavres, ça fait 17 points de popularité pour François Hollande. C'est quand même Cazeneuve, par exemple, Bernard Cazeneuve, qui est sans doute un parfait maître d'hôtel, mais en tant que ministre de l'Intérieur, moi, je trouve que sa gestion me paraît absolument. Il a quand même dit pendant les faits qu'il n'y avait aucun lien entre la fusillade de Montrouge et les frères Kouachi. Il a pris je sais plus combien de points de popularité parce que les Français ont trouvé qu'il était très bien. C'est un peu comme les policiers qui, à Toulouse, ont tous été décorés de la Légion d'honneur dans l'affaire Mera, les types de la DCRI locale, alors qu'ils avaient échoué à découvrir que tous ceux qui sont directement responsables sur le plan de la sécurité, de la justice et évidemment sur le plan idéologique sortent grandis de cette affaire. On a une sorte d'effet, vous savez, quand les agneaux voient le loup arriver, ils se regroupent derrière le berger, ils regardent pas, ils vérifient pas si le berger est un bon berger. C'est un peu ce qui s'est passé. Je pense que ça va retomber très vite. C'est déjà d'ailleurs en train de s'effondrer. Mais on voit quand même, on voit la puissance de feu de Big Brother dans un événement comme ça. Parce que là, on réussit à faire dire, à donner l'impression que les foules ne pensent qu'à une seule chose, c'est-à-dire pas d'amalgame. Tous les gens qu'on interroge, qui ont le micro, etc., nous répètent la même chose. Évidemment, ils sont soigneusement sélectionnés. Il y a eu très peu de dérapages où un individu a accusé les médias, a montré son scepticisme, alors que les Français étaient évidemment très largement inquiets par un acte de terrorisme islamiste, c'est clair. Mais on a réussi à parfaitement bien contrôler les choses. On sait que par exemple les militaires qui sont en faction aujourd'hui un peu partout ont subi je ne sais plus combien de dizaines, peut-être même de centaines d'insultes, même d'agressions directes dont on parle très peu parce que nos responsables sont terrifiés par ça. On sait. Mais il faut rappeler quand même la campagne qui avait précédé, qui était quand même une campagne une épidémie de malades mentaux islamiques. Oui, voilà, on a eu en décembre, on a eu le triplet de déséquilibrés, de jouer les tours de Dijon et de Nantes en 3 jours. Qui ont, alors le premier a poignardé, a tué 3 policiers au couteau, le deuxième a écrasé 13 passants, le troisième, pareil, a foncé dans la foule, a tué une personne d'ailleurs. Pas d'amalgame, pas de lien, des déséquilibrés, ça n'a aucun concomitance, comme disait François Hollande. Mais c'est tout. Plus ce que vous rappeliez quand même au début, Caroline Forest qui disait l'agresseur avait les yeux bleus. Oui, voilà. Et ça, on l'a vu. Alors, l'affaire de Sarre-Union, où Jean-Christophe Candevadélis lit très directement dans le journal du dimanche le saccage de cette profanation d'un cimetière juif au vote Front National. Et vous avez le député local qui dit c'est pas un hasard si le Front National a fait un fort score dans cette commune. Et on découvre que c'est une bande de jeunes qui a été conduite par un militant antifasciste qui avait d'ailleurs défilé à l'époque de Je suis Charlie, qui détestait la police et qui se mettait à grogner dès qu'il entendait le mot Front National. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est une vieille habitude. Si vous prenez Copernic, la rue des Rosiers, à chaque fois on accuse l'extrême droite, on parle de pistes néo-nazis qui s'avèrent fausses dans les 2 cas. Mera, Gérard Longuet lui-même a reconnu qu'ils avaient eu des pressions pour chercher du côté du milieu néo-nazi. Évidemment, on a perdu un temps précieux avant de tomber sur Mera, alors qu'on sait très bien que la probabilité que ces actes soient commis par des terroristes islamistes était
de loin la plus importante. On avait eu également l'affaire Descartes. Non, mais l'affaire Descartes et l'affaire Nemours, qui est quand même absolument stupéfiante également. Voilà, on en arrive à chaque fois toujours à d'abord une tentative de manipulation en nous expliquant que c'est les discours qui divisent, le climat, vous savez, le fameux climat qui existe déjà depuis les années 60, on entend cette expression, le climat qui monte les Français les uns contre les autres, etc. Donc, qui crée cette ambiance qui permet à des individus de passer à l'acte, et même si les faits sont défavorables, c'est-à-dire qu'à chaque fois nous avons des terroristes, souvent d'origine maghrébine, motivés par des motifs religieux, ce sont eux qui passent à l'acte, mais à chaque fois on nous explique quand même que on a vu Valls récemment qui disait l'extrême droite et le terrorisme islamiste, les deux se nourrissent l'un l'autre, donc quelque part c'est plutôt le Front National qui crée cette situation. Oui. D'une manière ou d'une autre, et quand on peut toujours retourner la situation. On rajoute Dieudonné, c'est la totale, quoi. Voilà. Il y a des techniques de base qui sont assez visibles. On le voit par exemple dans l'exclusion de l'interprétation. Soit il est droit commun et à ce moment-là il ne peut pas être islamiste. Comme si un islamiste ne pouvait pas avoir préalablement un passé de droit commun. On le voit par exemple, la première affaire de cette nature a eu lieu à Béziers en 2001, avec un type qui est un bandeau dans les cheveux, qui crie Allahu Akbar et qui a un bazooka et qui tire sur le commissariat après avoir déjà tiré préalablement plusieurs heures plus tôt contre une voiture d'une patrouille de la police. Et évidemment, la conclusion ce sera, il n'était pas islamiste puisqu'il avait un passé de droit commun. Oui. Et le concept de déséquilibré est d'ailleurs très pratique à ce titre. Et aussi, quelque chose que je relève dans la France Orange Mécanique version mise à jour, c'est que le nombre d'égorgements, quand vous lisez la presse, mais pas seulement, dans les statistiques de la police et de la gendarmerie, est en augmentation très forte. Enfin, justement, on parle de coups de couteau à la gorge la plupart du temps. On parle pas d'égorgement. Or, l'égorgement renvoie à des coutumes qui sont quand même tout de même liées à de certaines formes de terrorisme. Or, ces actes sont de plus en plus fréquents. Évidemment, on n'en parle pas. Quasiment tous les jours, vous avez quelqu'un qui est assassiné à la Kalachnikov. C'est quand même incroyable. Or, évidemment, les autorités, on parle de règlement de compte, de trafic entre bandes, etc. En réalité, ils sont complètement dépassés par la situation. J'ai parlé récemment à des très hauts fonctionnaires français qui m'ont expliqué que ils n'avaient aucun moyen de sécuriser tous les sites qu'ils devaient sécuriser. Ils n'avaient pas les moyens matériels de le faire. Ils n'avaient aucun moyen de surveiller toutes les personnes qui étaient susceptibles de passer à l'acte de manière extrêmement violente. Donc à partir de là, soit ils auront quelques coups de chance, ils vont arrêter quelques individus, il y en a forcément d'autres qui passeront à travers les mailles du filet, et ils pensent que, évidemment, des actes du type de celui qu'on a connu récemment vont se multiplier. Mais d'un autre côté, ce que vous expliquez dedans, et je dirais que ça recoupe, c'est que il y a quand même tout un processus qui est développé de domestication sociale, d'intégration du contrôle social par les individus, le délire absolu des contrôles dans les aéroports. Donc tout un chacun sait qu'il est parfaitement inefficace. Quand on voit les centaines de milliers, les millions de voyageurs à qui on demande d'enlever leur ceinture, d'enlever leurs chaussures, etc. Alors que chacun sait que ça ne se sert strictement à rien. Bon. Il y a toute une série de phénomènes. Tous ces polices, tous ces militaires qui en sont réduits, parce que je pense qu'ils y sont obligés, ils préféreraient faire autre chose, à défiler par patrouille de 3, etc., alors qu'ils ne sont pas armés. Puisque ils ont droit à 3 cartouches qui sont dans un étui fermé, qui ne se trouvent dans une des poches qui doivent ouvrir au terme d'une procédure, et leur arme n'est pas armée. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, de toute façon, ils sont incapables d'intervenir. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a même pas eu déjà des braquages. Oui. Les types qui arrivent avec un truc, ils disent, tu me donnes ton flingue. Parce que il y a aucun problème, ils ne peuvent pas intervenir. Donc tout ça, c'est le spectacle de l'apparence. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est la société exactement. Du spectacle et des situations décrites
par Debord il y a 40 ans, 45 ans. De toute façon, tout se résume au discours, à la communication, à l'apparence. On sait très bien que quand Valls fait un discours sur l'insécurité, il se demande comment son discours va être perçu, il se demande pas ce qu'il va faire réellement. Tout est fait comme ça. Donc évidemment, les militaires, tout relève de la même logique. C'est pas parce que vous avez à chaque coin de rue des individus qui ont des mitraillettes sous le bras que ça a pu marcher un moment. Le but est d'être dissuasif, évidemment. Quand on voit des 3 militaires avec des FAMAS, on se pose la question de leur sauter à la gorge. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à des individus, justement, déséquilibrés, et qui n'ont pas les mêmes notions de à partir du moment où pour eux, tuer des militaires devient un acte de gloire et permet de légitimer l'existence d'individus souvent assez tristes, il faut pas s'étonner qu'on en arrive là. Et un jour, on en arrivera à une situation où les policiers seront pris dans un guet-apens tel qu'ils n'auront plus le choix et qu'ils devront abattre, pour le coup peut-être en état de légitime défense, peu importe, ils devront abattre directement plusieurs individus, plusieurs assaillants. Là, vous aurez des émeutes d'une ampleur inédite. On va forcément en arriver là. Les policiers sont tellement conditionnés pour ne pas se servir de leurs armes que sans doute beaucoup préféreront mourir sous les coups de leurs agresseurs. C'est un peu ce qu'on on le voit d'ailleurs dans l'affaire très récente Charlie Hebdo, où vous voyez la voiture des frères Kouachi avec une voiture de police qui arrive et les policiers reculent en marche arrière. Ils ont tellement peur, ils veulent surtout pas utiliser l'arme, ils sortent pas pour se mettre derrière leur voiture et tirer. Ils ont tellement peur, ils reculent qu'ils percutent une voiture qui se trouve 100 mètres en arrière. Ouais, et devant l'imprimerie de Dammartin, des gendarmes ont eu l'occasion directe de les abattre et n'ont pas osé se servir de leurs armes de service, puisque aujourd'hui, dès que vous avez quelque chose d'un petit peu sérieux comme ça, on ne demande plus aux gendarmes de base de faire ce qu'ils auraient très bien pu faire, on demande au GIGN, au RAID, à la BRI, au groupe d'intervention spéciale. C'est encore une manière de montrer aux policiers à quel point on a confiance en eux, et encore une fois, il y aura tellement de situations comme ça à l'avenir. À chaque fois qu'il y a une intervention dans une cité, un quartier sensible, dont on sait qu'il y a des kalachnikovs plein les caves, on sera obligé d'envoyer ces unités spéciales. Donc imaginez que la situation dégénère un peu. Ces unités spéciales, on parle de quelques dizaines de personnes. Mais quand on voit la difficulté qu'il y avait eu dans l'affaire Meyrin à Toulouse, où on avait envoyé le raid et où il a fallu 48 heures et être incapable de le laisser sortir pour qu'il ait téléphoné à une journaliste, c'est sidérant. Cette incapacité d'action, y compris des policiers d'élite. On le voit, ça a été développé quand même pas dans un certain nombre de reportages, etc. Où les policiers en général sont félicités, voire décorés, parce qu'ils n'ont pas sorti leur arme. C'est-à-dire que ça va à l'encontre totale des fonctions qu'ils occupent. Décoré de l'ordre du sang-froid, alors. Mais phénomène qui ne date pas de François Hollande, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a été impitoyable avec les policiers, qui a détruit les bacs, etc. Et en acceptant que des policiers agressés soient poursuivis en justice, mis au banc, arrêtés dans leur suspendus dans leur travail. Les émeutes de Villiers-le-Bel, où vous avez eu des policiers qui ont essuyé des tirs à balles réelles et qui avaient ordre de ne pas répliquer, même plus de légitime défense. On abandonne complètement le monopole de la violence à la rue. Parce que Sarkozy, après, pouvait se vanter de ne pas avoir commis de bavure. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, cette émission va se terminer dans 2 ou 3 minutes. On a eu un certain nombre de messages, mais je les aborderai peut-être en seconde partie plus avec Rodolphe Crevel. Message de bon sens, excellente émission, etc., etc. Il y a juste un point sur lequel je voudrais intervenir, parce que ça me concerne un peu personnellement. Un monsieur qui nous écrit, parce que je pense qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Il dit Orwell n'était pas partisan du national-socialisme en tant qu'anarchiste. Sa notion d'essence commune est incompatible avec l'idéologie nazie. J'ai pas dit le contraire. J'ai tout simplement dit que 1984, contrairement
à ce qu'on croit souvent quand on le lit, est un ouvrage qui est une attaque directe du totalitarisme soviétique, alors que souvent elle est présentée comme une attaque du totalitarisme national-socialiste. Et en fait, lui s'intéressait particulièrement au parti communiste, à la suite, en particulier, des événements de Barcelone, où il avait vu les envoyés de la Tchéka totalement liquider les responsables du POUM, et des mouvements anarcho-libertaires qui, à la différence du reste de l'Espagne, contrôlaient la Catalogne. À ce moment-là, j'en avais parlé dans des émissions où on avait apporté la question du comportement de la famille de Manuel Valls à l'époque de la guerre civile et de la révolution en Espagne. Donc, je rappelle, et je le remercie très chaudement, que Laurent Oberton ait accepté notre invitation. Donc Laurent Oberton vient de signer La France Big Brother, qui est sorti aux éditions Ring, et il nous expliquait, alors que lui est un auteur très reconnu, qui a vendu La France Orange Mécanique, qui va ressortir également de manière enrichie à plus de 200 000 exemplaires, la manière dont ces dernières semaines, on pourrait dire, la campagne de lancement de ce livre a été totalement sabotée à la suite d'événements qui confirmaient le contenu de ce livre. Mais c'est toujours la fameuse phrase, il a dit la vérité, il sera assassiné, on n'aime pas les porteurs de mauvaises nouvelles. Donc, Laurent Oberton, si vous voulez faire sa connaissance, fera sa première signature, et peut-être sa dernière signature, je suis sûr qu'il en fasse d'autres, mais pour le moment il n'en a pas d'autres, à Paris, donc le samedi 14 mars, c'est-à-dire pas ce samedi, mais dans une semaine, de 14h30 à 18h à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e. Et on va donc se retrouver après la coupure technique pour poursuivre la deuxième partie de notre émission.